Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Maël et aujourd'hui je viens te parler de livres et notamment de 15 livres que j'ai lus ces derniers temps. Pour être tout à fait précis, que j'ai lu ces 3 derniers mois, donc mois de novembre, décembre, janvier. Je te fais un gros update lecture pour commencer cette année et pour tout remettre à plat. Je n'ai pas pu les emmener avec moi lors de mon déménagement, la plupart. Donc tu auras des images par-ci par-là sur l'écran. Je suis désolé pour ça, je sais qu'on aime bien voir les livres dans les vidéos. Bon, ça sera l'exception, cette vidéo-ci, mais j'ai ma petite liste, donc je vais pouvoir me repérer de cette manière-là. Je vais pas trop tergiverser, je vais pas trop rester sur les résumés de chacun de ces livres-là, donc je suis désolé pour ça, je vais vraiment essayer d'y aller un peu plus vite que d'habitude parce que j'ai tendance à trop parler. Et je vais commencer par le premier livre que j'ai lu au mois de novembre. C'est un livre qui s'appelle La gloire du paria de Dominique Fernandez. C'est un des premiers romans français en France, de littérature française, à parler de sida dans une fiction. Avec des personnages, on est à Paris, nous suivons un couple d'homosexuels, de jeunes homosexuels dans les années 1980, fin des années 80, début des années 90. Et l'un des deux, hélas, est atteint par la maladie du sida, donc ça nous parle de ça, évidemment. C'est un livre qui nous parle beaucoup de cette alliance entre le désir de vie et le désir de mourir, entre l'amour charnel et la maladie. C'est un livre que j'ai trouvé peut-être un peu trop mélodramatique. J'ai été beaucoup moins sensible au style d'écriture de Dominique Fernandez que j'ai trouvé très conventionnel et en même temps assez hyperbolique par moments. Un peu outrancière par moments, je trouvais. C'était très mélodramatique, très théâtral finalement comme écriture. Et c'est vrai que j'ai beaucoup moins été sensible à ça, j'ai beaucoup moins adhéré à ce style d'écriture-là. Voilà, ça reste très personnel, c'est peut-être un style d'écriture qui me touche moins. Par contre, j'ai bien aimé toute la dimension liée à l'amour, liée au rapport homosexuel de manière générale. J'ai trouvé ça assez intéressant d'avoir cette vision-là aussi dans ces années-là. C'est un livre qui nous parle quand même assez de politique. Et donc il va y avoir un discours aussi porté d'une certaine façon sur la communauté homosexuelle en France, à Paris, dans ces années-là. Voilà, je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il est dit dans ce livre-là, mais j'ai trouvé ce discours assez intéressant. Ensuite, j'ai lu une bande dessinée, un roman graphique qui s'appelle Le Jardin Paris de Gaël Genillier. Je ne sais plus dans quelles éditions cette bande dessinée a été publiée, mais c'est une magnifique bande dessinée. Peut-être un de mes gros coups de cœur de 2023 en termes de bande dessinée. J'ai vraiment beaucoup aimé la couleur de ce roman graphique, l'histoire, mais peut-être plus que l'histoire même, toute l'esthétique qu'il y a autour. L'histoire, j'ai trouvé très belle, mais peut-être un peu trop tranche de vie par moments. Je trouvais qu'il y avait des moments de tension qui n'étaient pas très aboutis, qui n'allaient pas jusqu'au bout des choses, je trouvais. Voilà, ça restait vraiment dans ce côté très tranche de vie où on suit donc ce personnage qui a été élevé au sein d'un cabaret à Paris, un cabaret rempli de fleurs et de costumes fleuris comme ça. Et cet enfant se détache des autres puisque c'est un danseur d'apparence masculine qui danse et qui en fait comme ça va attirer de plus en plus de public et de curiosité autour de ce cabaret, autour de sa danse. Et en plus on a une magnifique histoire d'amour. Alors que demander de plus pour parler à mon côté fleur bleue? Là, on y était vraiment. Mais c'est vrai que j'avais envie, en fait, j'ai presque envie d'avoir un tome 2 de cette histoire. J'ai envie d'en apprendre un peu plus sur tout ce décor-là, sur ce cabaret, je sais pas si ça va se faire, si c'est en projet ou pas, mais très franchement, ça donne envie d'en voir plus.
Donc j'étais peut-être un peu frustré sur la fin, encore que j'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance générale de cette bande dessinée. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à lire cette bande dessinée. Je pense que je l'ai lu avec des yeux assez étincelants et j'ai trouvé très fascinante. J'adorais voilà, toute l'esthétique, les dessins, la couleur. Il y a ce côté très cinématographique aussi. On sent que c'était tout d'abord destiné à être un film d'animation. Je pense que ça aurait d'ailleurs rendu magnifique aussi en film d'animation. J'espère que ça se fera aussi un jour. Je sais pas du tout si c'est un projet non plus, mais ouais, il y a tellement de choses à faire, je trouve, autour de cet univers. J'ai été vraiment très séduit par cet univers-là et je te le conseille vivement. Je te conseille cette bande dessinée, je l'ai trouvée très très belle et je pense que beaucoup de monde sera très séduit par cette bande dessinée autant que moi. Voilà, elle est magnifique. Ensuite, j'ai lu un court recueil de poésie qui s'appelle Avant la règle d'Esther Tellerman. C'est une autrice que je ne connaissais pas encore, que j'ai donc découvert grâce à ce petit recueil. Et c'est un recueil qui m'a quand même beaucoup parlé. C'est un recueil qui nous parle beaucoup d'amour, évidemment, mais de quelque chose de peut-être un peu plus un peu plus souterrain encore, qui se trouve dans les lieux qui nous fondent, qui nous forment. Avant la règle, ça nous parle aussi beaucoup peut-être de dimensions comme ça assez souterraines, assez vacillantes. C'est un recueil qui nous parle beaucoup d'amour charnel aussi, de corps, de chair. C'est en tout cas ce qui m'a le plus touché, ce que j'en retiens de ce recueil-là. Il y a quelque chose dans le rythme aussi, dans la langue d'Esther Tellerman, avec des effets d'écho dans ce recueil. Il n'y a pas forcément de poème à part entière, c'est vraiment dans un souffle continu, donc quelque chose de très fluide, un peu de lancinant aussi, un peu de ressassant, où on va avoir comme ça des effets d'écho, comme je te disais, on va avoir des vers qui se reproduisent d'une page à une autre, on va avoir des effets de répétition, des choses un peu enlacées aussi parfois, avec quand même beaucoup de silence. Et donc je trouvais qu'en matière de rythme aussi, c'était très intéressant d'avoir justement cette musique-là, parce que c'est vraiment une musique assez personnelle, une musique assez singulière. Et en tout cas, moi, c'est surtout ça qui m'a touché, qui m'a le plus touché à travers ce recueil. J'ai encore un autre de ces recueils à lire. Et je voudrais en lire un peu plus aussi, je voudrais en découvrir un peu plus sur Esther Tellerman et sur sa portée poétique aussi. Ensuite, j'ai lu la bande dessinée Astérix, l'Iris blanc, avec ce nouveau méchant qui ressemble beaucoup à BHL et que j'ai adoré. C'est une bande dessinée qui m'a fait beaucoup rire. Et j'ai adoré tous les jeux de mots qu'il y avait, c'est surtout ça qui m'a le plus fait rire dans cette bande dessinée. La péripétie aurait, selon moi, pu être davantage développée. Mais j'ai passé un très bon moment et je pense que c'est tout ce que je voulais en lisant cette bande dessinée, en lisant Astérix. J'ai aussi lu le nouveau Titeuf. C'est ma mère qui m'a acheté Titeuf. Elle a vu quand il est parti faire les courses et elle a eu un regain de nostalgie parce que moi j'ai grandi avec Titeuf et maman nous achetait Titeuf dès que ça sortait, dès qu'une nouvelle bande dessinée sortait à moi et à mon frère. Et donc voilà, donc elle a eu ce moment nostalgique et j'ai eu ce moment nostalgique aussi quand elle me l'a offert et j'ai adoré. J'ai beaucoup ri. Je sais pas si j'en ai déjà parlé d'ailleurs. Peut-être que j'en ai déjà parlé ici sur cette chaîne. Mais j'ai trouvé que cette bande dessinée, sous ses allures toujours naïves et assez enfantines quand même, hein, ça reste quand même à destination des enfants, des préadolescents, nous parle aussi quand même d'actualité et nous parle quand même d'actualité avec un œil que j'ai trouvé très intelligent parce que c'est un œil naïf qui se veut naïf mais qui pose des questions assez naïves mais finalement qui pose de bonnes questions en restant toujours
à ce niveau-là de l'enfance, sans non plus infantiliser cet œil-là. Et j'ai adoré ça. C'est d'ailleurs, je trouve, la force de Zep, à chaque fois quand il nous présente un peu ces petits sketchs à travers ces bandes dessinées Titeuf, c'est que à chaque fois il nous offre un nouveau regard, un regard assez neuf sur le monde qui peut nous entourer et sur les enjeux de nos sociétés actuelles. Donc là, ça nous parle beaucoup d'écologie. Je sais que Zep est quelqu'un d'assez engagé aussi sur la question écologique, et là en fait ça se ressent aussi à travers cette bande dessinée, puisque il nous en parle. Il nous parle aussi des monstres contemporains qui peut-être sont plus effrayants que les monstres de nos imaginaires, parce que quand on est enfant, on est entouré de monstres, et là peut-être les monstres qui nous entourent sont beaucoup plus terrifiants. Et ça nous parle de ça. C'est peut-être le sketch qui m'a le plus ému dans cette bande dessinée, parce que oui, il y a des moments qui m'ont ému dans cette bande dessinée, plus que de me faire rire. Voilà, j'ai trouvé ce passage-là assez glaçant. Et voilà, j'ai adoré, et je conseille aux parents d'offrir cette bande dessinée à leurs enfants. Voilà, ça reste drôle malgré tout, et ça reste assez intelligent, selon moi. Voilà. Je pensais pas du tout qu'un jour j'allais parler de Titeuf sur ma chaîne, mais écoutez, ça fait partie aussi de ma vie de lecteur. Et sans transition aucune, j'ai lu Une page d'amour d'Émile Zola aussi, au mois de décembre. Donc c'était un livre que j'avais mis d'ailleurs dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, comme ça fait un peu un écho avec cette vidéo-là. D'ailleurs, il va y avoir plusieurs livres que j'ai lus dans le cadre de ce challenge, que j'ai à un quart réussi par rapport à ce que je projetais de lire. Et ben, j'ai beaucoup aimé ce livre, Une page d'amour d'Émile Zola. Je trouvais que c'était un livre qui était assez différent d'ailleurs de ses autres livres, peut-être un peu plus romantique. Alors, il y a quand même des choses un peu brouillonnes dans ce livre, mais ce que j'ai le plus aimé, c'est peut-être les descriptions de Paris, qui sont des descriptions assez lyriques, assez enflammé de Paris. Et c'est vrai que c'est une autre manière aussi de lire Paris. Et j'ai beaucoup aimé ça. J'ai aimé les personnages, les différentes relations, même si je trouve que Émile Zola aurait pu être encore plus incisif dans sa manière de décrire cette relation entre une mère et sa fille, qui est une relation très forte, passionnelle. Et surtout, il va y avoir cette espèce de triangle assez bizarre entre la mère, sa fille et un autre homme qui est le médecin de la famille, puisque la fille, Jeanne, est très malade, a une santé très fragile, donc c'est une enfant qui demande beaucoup d'attention. Et quand sa mère va tomber amoureuse de ce médecin, sa mère est veuve en plus, donc elle a déjà été mariée au père de Jeanne, et le père de Jeanne est mort, et donc elle refait sa vie comme ça d'une certaine façon. On est dans un cadre assez bourgeois hein, quand même, et donc elle est amoureuse de cet homme, et Jeanne sent que à ce sentiment-là d'abandon de la part de sa mère. Mais voilà, elle reste très possessive vis-à-vis de sa mère, et si bien qu'elle demande beaucoup d'attention, et en même temps sa mère la délaisse aussi d'une certaine façon. Donc il y a ce genre de discours-là, il y a ce genre d'enjeu-là, narratif, qui est vraiment au cœur de l'histoire, au cœur de cette histoire de ce livre, Une page d'amour. Et donc Émile Zola se pose vraiment la question de ce qu'est l'amour, l'amour maternel. Est-ce que l'amour maternel peut être mis au même niveau que l'amour pour un autre homme? Émile Zola interroge ces rapports-là dans ce livre. C'est vrai que je trouve qu'il aurait pu être plus nuancé parfois. La fin du livre est un peu brouillonne, assez énigmatique d'une certaine façon, presque anecdotique. Il y a une sorte de morale peut-être, mais qui est une morale que j'ai pas très bien compris, qui je trouve vient un peu comme un cheveu sur la soupe. J'ai trouvé l'écriture d'Émile Zola peut-être dans ce côté un peu fébrile, plus intéressante que dans ses autres livres.
Voilà, c'est peut-être tout ce que j'en retiens, toutes ces descriptions très enflammées de Paris qui m'ont touché et ce côté très lyrique euh, qu'on retrouve moins par moments chez Émile Zola, ou en tout cas dans ses livres les plus connus. Ensuite, j'ai lu Songes d'Irlande de Nora Roberts. C'est un livre, une saga que m'a prêté ma grand-mère, que j'ai lu. Et donc une saga que j'ai lue fin décembre. Bon, ça reste du bon divertissement, un divertissement de la romantasy d'une certaine façon d'ailleurs. Nina Quill, si tu passes par là. Mais bon, hein, c'est quand même de la romantasy. Bon, la romance l'emporte plus que sur la fantasy. Et c'est peut-être ce qui m'a le plus frustré dans ce livre. Alors au début, j'ai trouvé ça assez drôle, assez léger. Donc voilà, je l'ai lu de cette manière-là, mais c'est vrai que ça, très vite, j'ai trouvé ce livre assez redondant et très vite, il m'a un peu perdu, ce livre. Très vite, j'ai été frustré par la teneur, par la narration et par le déroulement des événements. Voilà, on nous présente une guerre, on nous présente tout un monde de fantaisie. Il y a beaucoup de manques. Alors, certes, oui, ça fait travailler l'imaginaire. Euh, et finalement, ce monde-là, en fait, je l'ai aimé, mais j'en voulais en voir plus. Même au niveau des personnages, je voulais que les personnages soient plus profonds, soient plus approfondis encore que ça. Et voilà, c'est pas le cas, c'est toujours pas le cas avec ce genre de livre, selon moi. Hein, je suis vraiment désolé, mais pour le moment, j'ai toujours pas lu de livre sous cette étiquette-là de romance ou de romantasy, avec des personnages qui soient bien construits, qui soient construits avec une profondeur réelle, qui soient pas toujours en train de parler et de dire pour faire rire. Voilà. Parce que là, j'avais vraiment l'impression que la plupart des dialogues ne servaient à rien, ne faisaient pas avancer l'histoire. Et bon, tout le côté je fais ma petite cuisine, etc. Ça va par moment, mais c'est pas ce qui m'intéressait le plus non plus dans cette histoire. Voilà, moi j'aurais voulu être au cœur de l'action, du début jusqu'à la fin, et c'est pas du tout le cas, parce que même quand il y a de l'action, c'est pas ça, quoi. Donc bon, un livre de divertissement, peut-être que j'ai bien aimé pour justement cet univers et pour cette imagination, mais pour le reste, ça l'a pas fait du tout pour moi. Ça reste quand même dans le type de lecture que je lis pas d'habitude. Mais là, c'est parce que ma grand-mère me l'avait prêté et que je savais que ça lui tenait à cœur que je lise cette saga. Malheureusement, je l'ai pas autant aimé qu'elle elle a aimé. J'ai lu aussi une saga de bande dessinée pour enfants. Ça s'appelle Les Crocs. C'est de Léa Mazet et ça a été un véritable petit bonbon, cette bande dessinée. Ça m'a ramené en enfance, hein, vraiment, parce que quand j'étais enfant, j'adorais ce genre d'histoire. On suit deux enfants d'un couple de croque-mitaines. Bon, je dis ça, mais c'est pas du tout le terme qu'on emploie, de personnes travaillant dans les pompes funèbres. Et donc ces enfants grandissent au sein du cimetière, au sein d'un cimetière, du cimetière de leur village. Mais il se trouve qu'il se passe des choses étranges dans ce cimetière. Et ils vont devoir mener l'enquête. Une enquête qui va les amener à peut-être un meurtre. Et donc on suit comme ça des petits détectives. Et j'adore ça en fait. J'adore ce genre d'histoire. J'adorais ça quand j'étais enfant aussi. Et vraiment aussi c'est une ambiance un peu gothique d'ailleurs. Avec des couleurs un peu vraiment très automnales, des couleurs très automnales, assez brunes par moments. J'adore aussi les dessins. Voilà, donc j'ai vraiment tout aimé de ces trois bandes dessinées, peut-être un peu la fin, on la voit venir. Je pense que même quand on est enfant, peut-être qu'on la voit venir aussi. Mais ça reste un très bon moment et j'ai adoré les personnages. Et je trouvais d'ailleurs que Léa Mazet avait une grande facilité à se mettre dans la peau de ses enfants. Et on retrouve nos yeux d'enfant quand on lit cette bande dessinée. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé pour ça. Ensuite, j'ai lu Feuilles de langue romaine de Pier Paolo Pasolini. Donc c'est un recueil de poésie,
Je crois que c'est un recueil de poésie de jeunesse, je suis pas sûr de ça, mais c'est un recueil dans lequel Pasolini joue énormément avec la langue et avec les différentes langues qu'il a apprises, les différents dialectes aussi de l'italien. Et donc ce sont des feuillets en fait. Il a écrit ses poèmes sur des feuillets de brouillon qui ont été retrouvés et qui ont été donc publiés récemment, republiés récemment. Voilà, j'ai aimé ce jeu à travers la langue, j'ai aimé la forme générale de ses poèmes, qui est une forme peut-être un peu plus simple, mais qui joue vraiment sur la tonalité, sur le rythme, sur la ponctuation par moment. On retrouve quand même quelque chose d'assez sombre, quelque chose de très propre aussi au style de Pasolini et à sa vision du monde et à sa vision de l'amour et de la sexualité même. Mais il y a quand même une grande mélancolie qui m'a un peu plus étonné et j'ai aimé ce recueil de poésie aussi pour ça. C'est un recueil qui se lit très très vite, qui fait à peine une trentaine de pages, qui se lit en moins d'une heure et qui peut quand même résonner comme ça. Et des fois, j'avais quand même ce sentiment de lire un peu des comptines, des petites comptines. Ensuite, j'ai commencé à lire le manga Hell's Paradise de Yuji Kaku. Bon, là, j'ai envie de te montrer quelque chose parce que c'est un cadeau que j'ai reçu à Noël par mon frère, par mon grand frère. J'étais sûr que ça allait tomber. Voilà, j'ai reçu ça pour Noël. Je suis très content. C'est l'intégrale de Hell's Paradise que mon frère m'a offert. Et voilà, je voulais juste vous montrer parce que je suis trop heureux. Donc merci, merci à lui. Et donc, eh bien, je lis au fur et à mesure ce manga Hell's Paradise. Je suis arrivé au tome 5. Et quel manga avec un univers incroyable aussi, un univers assez flippant, qui n'hésite pas à jouer avec l'absurde. On se retrouve sur une île où des prisonniers, les tueurs en série du Japon, sont exilés et c'est une île très étrange. Une île qui regorge apparemment un trésor qui serait un trésor voilà, qui rendrait l'immortalité, un trésor absolument merveilleux comme ça. Et donc, eh bien, on met ces prisonniers-là sur l'île, puisqu'il se passe des choses étranges sur cette île, qu'il y a des choses très dangereuses, et parce que l'État veut s'emparer de ce trésor, veut en savoir plus sur ce trésor, et en contrepartie, celui qui arrivera à ramener le trésor de cette île sera libéré, n'aura pas de poursuite, ne sera plus emprisonné ou condamné à mort. Et donc on suit comme ça un condamné à mort avec sa gardienne qui donc sont sur cette île et vont traverser des aventures, vont essayer d'en savoir plus sur cette île. C'est un peu un mélange de Lost avec quelque chose de très horrifique, de très flippant. Parce que je dois dire vraiment, j'ai des frissons en lisant ce manga. Il y a des choses qui me font vraiment flipper. On est plus dans le cadre d'un shonen, mais un shonen quand même un peu plus pour l'écran, j'ai envie de dire, mais un shonen fantastique, à la limite de l'horrifique, vraiment. Et même au niveau des dessins, ça se ressent, les dessins sont très vifs, les dessins sont comme ça très noirs aussi, assez sombres, mais en même temps allient ce clair-obscur, et en fait n'hésite pas à jouer aussi sur l'absurde et sur le burlesque, parce que vraiment tout ce qui se passe sur cette île est assez burlesque, assez grotesque. Donc il y a... en fait c'est hyper étonnant comme manga, c'est très surprenant, et pour le moment j'aime beaucoup. Même le déroulement de l'histoire est assez surprenante, parce qu'on s'attend à des choses qui n'arrivent pas. Et puis il y a des choses qui arrivent auxquelles on ne s'y attendait pas du tout. Donc on est sans cesse surpris et il y a un réel suspense, il y a un réel enjeu. Voilà, j'adore. Je suis ça vraiment avec délectation et avec quand même un peu... avec des frissons quand même, avec un peu de chair de poule par-ci par-là. C'est un très bon manga pour le moment.
Ensuite, j'ai lu Manque de Sarah Kane, qui est un court texte, une pièce de théâtre, dans lequel on va suivre 3 voix différentes qui sont appelées A, B, C, juste par ces lettres-là, et qui en fait s'alternent. Il y a juste une phrase, une réplique, une autre va dire une réplique, une autre va dire une réplique, une autre va dire une réplique, et des fois les répliques ne semblent pas liées les unes aux autres. Donc il y a une espèce de brouhaha continu comme ça, de pensées surgissantes. Et je pense que c'est un peu le cas. C'est un livre qui nous parle peut-être de traumatisme, qui nous parle de violence, et comment cette violence est sans cesse et incessante, et envahit l'esprit à tel point que on finit par comme ça devoir les sortir. J'ai beaucoup aimé, en plus de la forme de ce livre, qui est quand même assez décondensant, justement toutes ces phrases, toutes ces visions, parce qu'on a 3 visions du monde aussi qui s'entourent, qui se débattent parfois, qui se combattent parfois, voilà, des visions du monde qui sont parfois à l'opposé, parfois un peu les unes entre les autres, entremêlées. Et voilà, donc c'est un jeu vraiment autour des voix, ce livre. Et c'est très intéressant. Ça serait intéressant d'ailleurs de voir si ça a été mis en scène et comment ça a été mis en scène. Parce que, ouais, j'aimerais bien voir. Mais même au niveau du texte, j'ai trouvé que c'était un texte très puissant. Notamment sur tout ce qui est abus, violence, violence sexuelle, ce genre de choses. C'est un livre qui en parle. Donc voilà, il faut aussi être prévenu de ça. C'est un livre qui parle beaucoup du passé, qui parle beaucoup des traumatismes justement, et d'une manière assez, voilà, assez percutante quand même. Donc j'ai aimé ce livre aussi pour ça. Ensuite j'ai lu justement un livre d'horreur, L'ami imaginaire de Stefan Chbosky, que je t'avais déjà présenté dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, et que j'ai enfin lu, au bout de plusieurs années. C'était un livre que j'avais reçu à Noël en cadeau, mais c'était le Noël 2020 ou 2021, je ne sais plus, mais voilà, donc ça datait encore. Et j'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai beaucoup aimé l'ambiance aussi de ce livre, tout l'univers, avec ce personnage que j'ai adoré suivre, le personnage de l'enfant, et même le personnage de la mère, toutes ces choses étranges qui s'y passent, avec cette forêt qui entoure cette petite ville. Et, en fait, plus on avance dans le livre, plus c'est un univers complexe, et plus c'est un univers assez cauchemardesque aussi. Et j'ai beaucoup aimé les différents plot twists qu'il y avait dans ce livre, même si parfois je trouvais qu'il y en avait peut-être un peu trop. Et c'est un livre qui joue vraiment sur le trop, où tout finit par être possible. C'est un livre qui nous parle finalement de chaos, et c'est ça qui est effrayant. On commence par petites touches, vous savez, au tout début du livre, où il y a des choses comme ça qui ne vont pas, bizarrement, des petits détails qui s'amoncellent de page en page, et en fait c'est toute une narration en crescendo comme ça que moi j'aime beaucoup, puisqu'on arrive vers la fin, vers vraiment l'apogée, et c'est assez surprenant. Je suis peut-être un peu moins séduit du caractère religieux que prendra ce livre d'ailleurs vers la fin. Je trouvais que c'était peut-être un peu fort de café, et que c'était pas nécessaire. Et même, ça reste une narration assez resserrée qui te met presque dans un essoufflement en fait, qui t'essouffle par moments, mais qui sait très bien doser justement ça. Donc pour moi, ça reste un très bon livre d'horreur. Et enfin, je viens à mes lectures du mois de janvier. J'ai commencé le mois de janvier avec Les Saisons de Maurice Ponce, qui est un livre dont on m'a vanté absolument le côté très étrange, et qu'il fallait que je le lise, donc c'est chose faite. J'ai lu ce livre-là, ça n'a pas été mon gros coup de cœur, hein, je dois dire. Je suis un peu dubitatif sur ce livre, sur sa fin aussi. J'ai pas tout aimé de ce livre, vraiment. Il y a des choses qui me paraissaient pas forcément très utiles, pas forcément très nécessaires.
J'ai pas été très sensible non plus au côté justement un peu bizarroïde de cette ambiance où on retrouve un écrivain qui n'a pas encore publié de livre, mais qui arrive comme ça dans un village et avec des règles absolument saisissantes, très étranges et très bizarres, où en fait ce village il pleut tout le temps, il fait gris tout le temps, les gens sont pas très accueillants, ils ne, ils ne mangent que des lentilles, je crois que ce sont des lentilles. Donc bref, il y a des choses comme ça, et puis en plus notre écrivain en fait va avoir un gros problème au niveau du pied qui va ne faire qu'empirer, 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 qu'empirer. Et donc on se retrouve avec un personnage comme ça, assez délirant lui-même aussi. Un personnage un peu proche du personnage de Candide de Voltaire, je trouve. Et donc il y a cette candeur-là, mais qui est une candeur peut-être un peu forcée par moments. J'ai aimé aussi peut-être la forme de ce livre, où ça alterne voilà, narration, comme ça, très fictive, avec des lettres. Et voilà, il y a quand même quelque chose, il y a quand même quelque chose de détonnant au niveau du style de Maurice Ponce, hein, ça vraiment, je le nie pas du tout. Peut-être que ça m'a juste pas touché, comme ça a touché tellement de personnes. Le côté rural aussi, tout ce discours autour de la ruralité, de la campagne, ce côté très villageois, très terre à terre, euh, j'ai trouvé assez intéressant, mais sans plus. Donc voilà, on est quand même dans le cadre presque d'une fable, finalement aussi, et d'une fable assez satirique. Il y a quand même une satire à travers tout ça. Mais j'ai pas été forcément très sensible, et voilà. Ensuite, j'ai lu Le Fil de Christophe Bourdin, et c'est peut-être ma meilleure lecture du mois de janvier. C'est un livre qui m'a bouleversé, évidemment. On retrouve encore cette thématique autour de la maladie du sida. Je continue mon exploration de ces écrivains homosexuels qui en ont parlé. Et donc Christophe Bourdin en fait partie. Là, on reste dans le cadre presque... Alors, je sais pas si c'est de l'autofiction ou pas. Mais en tout cas, c'est un amoureux qui parle de son autre amoureux qui était atteint du sida. Qui en parle en disant tu, donc il s'adresse vraiment à lui. Ensuite, la deuxième partie, il nous présente, il nous délivre le journal intime de cet ami, de cet amoureux. Et donc là, on trouve un jeu. Il garde le jeu de ce journal. Et la troisième partie, c'est un vous, c'est quelque chose qui nous parle à nous. Vous trouvez justement cette construction-là très touchante, très émouvante. J'ai été beaucoup plus touché par la deuxième partie d'ailleurs. Et donc on est dans la vie de quelqu'un qui est vraiment atteint de la maladie du sida, de ce que ça représente aux yeux de la société, comment il est marginalisé, comment la maladie lui enlève des amis aussi. Donc toute la question autour de la solitude aussi. Et donc ça m'a beaucoup touché, beaucoup ému. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi tout un rapport au corps. Et ça, à chaque fois, c'est vraiment ce qui me touche le plus. Je dirais dans les livres qui parlent de la maladie du sida, c'est que à chaque fois, il n'épargne pas ce côté très charnel. Parce que vraiment, la maladie du sida atteint le corps aussi, que le corps s'affaiblit, que là, en fait, il nous décrit comment il adorait marcher, que là, il ne peut plus marcher, qu'il traîne des pieds, qu'il a vraiment l'impression de ressentir son corps en permanence et la lourdeur, le poids de son corps en permanence. On est dans quelque chose de très fluide, avec de longues phrases, avec de longues énumérations, qui donnent un ton aussi assez particulier à ce livre, un ton qui est peut-être même proche de la liste, comme si en fait le narrateur du début qui s'adresse à son amoureux nous fait la liste de tous les détails. Et c'est une manière en fait de faire son portrait, de dire
comment il était, comment il marchait, sa démarche, sa manière de se comporter, ses tics, voilà, tout ce genre de petits détails qu'il a pu noter quand il le fréquentait. Lis-le, vraiment, lis-le. N'hésite pas à me dire ce que tu as lu dernièrement en commentaire. J'espère quand même que ces livres t'intéresseront, que j'ai réussi à éveiller un peu ton intérêt et ta curiosité pour les livres que je viens de te présenter. En attendant, je te dis à la prochaine, toujours sur ma chaîne. Salut, bye bye.